Le cinéma de propagande connaît ses prémices au Japon depuis la guerre russo-japonaise de 1904 à 1905. Mais c'est en 1937, lors de la seconde guerre sino-japonaise opposant la Chine au Japon, que toute une industrie se met à participer à l'effort de guerre jusqu'en 1945. L'objectif est de soutenir le moral des troupes, préparer la population au conflit et mettre en valeur le Japon. Un réalisateur comme Isatora Kumagai avec Shanai Rikutsentai, sorti en 1939, fera le récit de cette résistance désespérée de l'armée japonaise lors de son siège de Shanghai. La vengeance des 47 Ronin de Kenji Mizoguchi est aussi considéré comme un film de propagande. Réalisé pendant la Seconde Guerre mondiale en 1941, il a été produit sous la supervision du gouverneur japonais qui utilisait le cinéma comme outil de propagande pour promouvoir l'idéologie nationaliste et militariste. Le film met en avant des thèmes de loyauté, de sacrifice et de devoir envers le Seigneur, des valeurs qui étaient en ligne avec l'idéologie du régime de l'époque. C'est en 1939 que l'industrie de la propagande se mettra réellement en selle avec la loi sur le cinéma datant d'avril 1939. Le Tenko, ou traduit en conversion idéologique, est un mouvement lancé par le gouvernement de l'empereur Hirohito pour transformer les intellectuels en relais de la propagande militaire. Ces intellectuels ont eu le choix entre servir le régime ou se plier au silence et se retirer de la vie artistique. Akira Iwasaki, Tadao Sato et Tomio Sakuramoto sont des noms qui reviennent fréquemment dans le milieu cinématographique. Mikio Tatebayashi, haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, souhaite que le Japon démontre l'excellence de l'essence nationale, estimant que le cinéma japonais s'est agenouillé devant la pensée occidentale. Placer la production cinématographique sous le contrôle de l'État, l'idée n'est pas nouvelle. Le Japon a en réalité déjà essayé par le passé, mais le tournant qu'a pris le monde en 1933 lui permet de franchir une nouvelle étape. Sangatsu Toka, Kore Isen ou Mamore Ozora sont des films dits de montage financés par l'armée. Ils reprennent d'anciennes images documentaires pour illustrer leurs propos. Cette loi sur le cinéma soumet la production et la distribution de films à l'approbation de l'administration sensoriale. Tous les employés du monde cinématographique doivent être recensés et leur nom porté à un fichier d'inscription. Chaque scénario est soumis à un examen de censure avant d'approuver sa réalisation. Comme vu précédemment en Allemagne ou à Cuba, la projection de films culturels, les Bunka Eiga, et de films d'actualité, les Jiji Eiga, est rendue obligatoire dans les cinémas. Au cours de cette mise sous tutelle sont interdits toute atteinte à la dignité de la maison impériale et de l'Empire, toute idée susceptible d'offenser les lois nationales, toute obstruction à la politique générale, aux affaires militaires, à la politique étrangère, économique, ou à toute autre affaire d'intérêt général. Tout ce qui peut corrompre les mœurs et atteindre aux principes moraux, tout ce qui ferait injure à la pureté de la langue japonaise et ses productions, et enfin tout ce qui pourrait entraver le développement de la culture nationale. Ochazuke no Aji de Yasujiro Ozu est censuré car représentant les femmes bourgeoises vivant une vie paisible, de luxe et de divertissement. Quelque chose d'intolérable dans une période où l'effort de guerre est réclamé. Si la loi sur le cinéma est généralement bien reçue par le monde de la culture, les représailles peuvent être lourdes pour les opposants. Akira Iwasaki, producteur et critique ciné, est emprisonné pendant plus d'1 an, de janvier 1940 à février 1941, pour son opposition à cette loi. Il est forcé d'écrire un mémoire pour se confesser et reconnaître les valeurs du régime. Il finit par retrouver un emploi dans le cinéma en Mandchourie et est prié de taire ses critiques. Le gouvernement organise des débats dans le but de retourner l'opinion de leurs détracteurs en leur faveur, une manière douce de jouer sur les peurs pour susciter l'adhésion. L'administration ultranationaliste est soucieuse d'obtenir un soutien massif en utilisant la terreur et la violence le moins souvent possible. Une stratégie leur permettant de ramener la frange marxiste de la société du côté des nationalistes. Avec cette loi, la production documentaire augmente massivement, passant de 985 films en 1939 à 4460 en 1940. Cette augmentation est soutenue par une politique de projection forcée. N'importe quel programme au cinéma devait être précédé d'images documentaires. Des salles spécialement dédiées à ce genre sont même construites. En 1939, le critique Tadashi Ichima déclara « Le prestige du film documentaire est aujourd'hui à son zénith, parce qu'il est le seul médium fondé sur la présentation scientifique de la réalité immédiate. » Depuis 1931,
l'interventionnisme de l'État n'a cessé de croître. Il s'agit de valider la politique d'expansion auprès des populations non seulement civiles, mais également de la sphère de coprospérité de la Grande Asie orientale. Pendant ce temps, la Ligue japonaise du cinéma prolétarien, le Pro-Kino, réunissant les penseurs et les artistes marxistes, théorise la mécanisation de la société et le reflux de la subjectivité individuelle au profit de l'objectivité de la machine. Cette organisation, promouvant les idéaux socialistes et communistes à travers le cinéma, sera dissoute en 1934, ciblée par la répression gouvernementale. La propagande japonaise, à la différence de la propagande d'aujourd'hui, n'avait pas pour but de réécrire l'histoire ou d'embellir les choses. Pour retourner en Occident, Hitler disait « Les faits sont la plus puissante des propagandes ». C'est exactement cette ligne qu'appliquera le Japon. Se baser sur des faits réels pour appuyer son message. Le film Shanghai de Fumio Kamei rend compte de la prise de contrôle de la ville de Shanghai par les Japonais en 1938. Le réalisateur fait le choix à travers ce film de ne pas montrer une armée japonaise dominante, mais au contraire en difficulté et qui se bat valeureusement contre l'ennemi. De l'arrivée par bateau au siège de la ville, en passant par les bombardements chinois et les hommages aux soldats tombés au combat, tout est enregistré par la caméra de Fumio Kamei pour écrire un compte-rendu honnête de l'état des lieux sur le front. À cette période, justification et légitimation de l'expansionnisme japonais sont au cœur des films de guerre. Les œuvres de fiction en parlent également, comme Gonin no Sekoei, sorti en 1938, Tsuchi to Eitai de 1939 de Tomotoka Tasaka. Il montre l'humanité et la fraternité entre soldats ainsi qu'une certaine bienveillance envers la population chinoise. Shanai Rikutsentai de Isatora Kumagai met en scène l'histoire d'un lieutenant qui organise la résistance japonaise contre les assaillants. Il meurt vaillamment au cours des combats. Avant de rendre son dernier souffle, il aura convaincu un groupe de prisonnières chinoises de sa bonne volonté et de la nécessité d'une conquête japonaise. Une statue de Bouddha se superpose à son visage pour accentuer cette part de bienveillance. La plupart des films consacrés au conflit témoignent de la prégnance du genre documentaire, jusqu'à même s'insérer dans les œuvres de fiction. À partir de l'entrée en guerre du Japon contre les États-Unis, la propagande de guerre prend une nouvelle direction. Le cinéma transitionne de la recherche de distance, du reportage, vers le spectaculaire. Le gouvernement, ayant toujours rejeté cette approche très américaine, engage un revirement à mesure que le conflit évolue. Nous ne sommes plus dans le documentaire, même si l'idéologie reste la même. L'exactitude des faits prime toujours, mais le spectaculaire remplace la logique, jusqu'ici protégée par le gouvernement. Après la Chine, les États-Unis d'Amérique sont désignés comme étant le prochain adversaire. Les enjeux ont changé. Nous ne sommes plus sur le même continent. Il ne s'agit plus d'unifier les peuples asiatiques pour créer une civilisation unie. Il s'agit d'anéantir un ennemi qui ne nous ressemble aucunement. Koichiro Sakasai est le réalisateur qui représente le mieux cette transition. Sakasai prend part aux opérations militaires. Il fixe sa caméra au fuselage d'un avion en Birmanie pour produire des images de piqué, d'attaque. Il la fixe sur le pont d'un sous-marin pour capter les images de sa plongée. Eiji Tsuburaya, spécialiste des effets spéciaux qui sera connu pour avoir créé la créature de Godzilla, deviendra auparavant une figure centrale de la propagande spectacle. En 1942, il reconstitue l'attaque de Pearl Harbor dans Hawaii Mareoki Kaizen de Kajiro Yamamoto. Il utilise des maquettes qui donnent un tel sentiment de réalisme que lorsque les Américains tomberont sur le film, ils penseront d'abord qu'il s'agit d'authentiques images datées du 7 décembre 1941. Cette guerre s'immisce dans le cinéma. Les productions japonaises doivent prendre l'ascendant sur les progrès technologiques hollywoodiens. Et à l'époque, pour devancer Hollywood, le Japon avait des arguments de choix au vu des propositions cinématographiques produites. Il fallait désormais se mettre le public dans la poche, l'intégrer dans son mécanisme. Keisen no Ozorae, sorti en 1943, met en avant l'enrôlement et l'entraînement de jeunes soldats venus de tout le pays. Ils parlent avec des accents et des patois différents, mais tous vont apprendre le langage unique de l'armée. Au Japon, un japonais de la région du Kyushu ne comprend pas le langage d'un habitant du Tohoku. L'armée produit des chansons pour allier tout le monde sous une même langue simplifiée et codifiée. L'hymne impérial Kimigayo, par exemple, rallie tout un peuple et souligne l'harmonie de la nation. Kato Hayabusa Sentotai, sorti en 1944, parle du lieutenant Kato. Affalé dans son canapé pendant que les soldats de son unité chantent, il regarde dans le vide comme si le temps s'était arrêté. Il se souvient de la campagne chinoise de 1937. Il rend hommage à ces hommes tombés au combat.
Les soldats, quels qu'ils soient, des simples soldats jusqu'aux officiers, plaisantent et rêvent dans des termes non académiques. La multiplicité des langages est prête à se réduire à son essence, la parole unique et universelle de l'idéal impérial. Chaque film cherche à mettre à sa façon en avant le rescrit impérial. Dans Rikugun, le personnage de Kinuyo Tanaka le récite quand son fils part en combat. Son visage est rempli de tristesse en voyant défiler les cadets prêts à partir au combat. Le film est controversé pour son ambiguïté sur son final que certains jugent antimilitariste. Contrôler la parole permet de contrôler le corps et son image. Dans Raigekitai de Kajiro Yamamoto, les soldats réfugiés dans un abri souterrain tremblent sous la violence des bombardements. Une musique s'immisce dans ce moment pour évoquer la force et la beauté de l'âme japonaise incarnée par les kamikazes. On montre la bravoure mais pas les cadavres. Les femmes sont presque inexistantes dans les productions. Elles se contentent de rôles de mère ou de fille, il n'y a jamais de romance. Pour revenir à Shanai Rikutsentai, il est l'un des derniers films à montrer des soldats mourir à l'écran. Les morts seront ensuite mis en abîme. Il faut présenter la mort sous un jour radieux, sachant que les Japonais ont une culture du sacrifice. On comprend par exemple dans ce film que le personnage principal est mort lorsque sa radio rend l'âme. En conclusion, le cinéma de propagande japonaise aura toujours été au service de l'effort de guerre. Le gouvernement cherche à unifier le peuple en réunissant toute morphologie, toute origine régionale et toute tendance politique. La propagande cherche à contrôler la parole et le corps des soldats, en leur imposant des normes de langage et de comportement. Le sacrifice est la forme la plus noble de marque de respect envers l'empereur. Sacrifice qui aura mené un pays et une industrie à sa perte en 1945. Merci d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous et cliquez sur le bouton j'aime pour le référencement. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur une œuvre très particulière mais qui serait intéressante à développer. Je ne vous en dis pas plus, à la prochaine.